Salut les stripteurs et les stripteuses, bienvenue à vous, lecteurs et lectrices de bande dessinée. Aujourd'hui, le strip track du jour, forcément avec Monsieur Christophe, sera consacré à Michel Plessis. Salutations Christophe. Salut à toi. Alors c'est vrai qu'on suit entre guillemets une actualité, même si là en l'occurrence ça sera plutôt un hommage, puisque ben voilà, Michel Plessis nous a quittés. Il n'y avait pas de raison. On aurait presque pu le faire avant, on n'y a pas pensé et tout, donc on le fera. On est pour passé lui. à côté, Voilà, donc voilà, c'est ça. on rattrape. On le fera pour lui. Et donc du coup, on va pouvoir dire, allons-y, 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, on lira du Plessis. Du Plessis, et il y en a à lire. Moi, je l'ai découvert, pour tout te dire, et c'est avec ça qu'on s'est retrouvés tous les deux, avec un truc majestueux pour moi, Le vent dans les saules, et la suite, Le vent dans les sables. Alors, je dis majestueux, on en a parlé hors caméra. Si vous retrouvez la référence, n'hésitez pas, parce que je ne la retrouve pas. Je me vois gamin voir une série d'animation, un dessin animé, mais limite pâte à modeler ou animation de personnages petit à petit en petite image, avec cette taupe et ce blaireau qui sont dans les souterrains, une espèce de petite ville comme ça et tout. Je me demande si c'est effectivement le roman de Kenneth Grahame qui s'est retrouvé animé de cette façon-là. Je n'en sais fichtre rien. Il n'empêche que lorsque je tombe au moment de sa sortie sur les albums Le vent dans les saules, illustré par Michel Plessis, c'est de suite une espèce de subjugation. Alors, tu m'expliquais hors caméra et on va le reprendre maintenant. Il a, à l'inverse de la ligne claire, un débordement de détails dans son trait. Michel Plessis, c'est avant tout un grand dessinateur. Peut-être pas assez reconnu en tant que tel, puisque effectivement, il n'a pas eu énormément de prix, il faut bien te reconnaître. La reconnaissance professionnelle est passée un peu à côté de lui. Et justement, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu, non pas sur la totalité de son œuvre, mais au moins sur les grands chapitres de son travail, et pour expliquer à quel point c'était un grand auteur, à la fois en tant que scénariste, parce qu'il a effectivement réécrit, adapté Le vent dans les saules, entre autres, et un grand dessinateur, parce que là, tout son travail, que ça aille de Julien Boisvert à Là où vont les fourmis, est un travail graphique assez exceptionnel, en tout cas fabuleux. D'accord. Alors, Julien Boisvert, tu l'as cité tout à l'heure. C'est vrai que je ne connaissais pas ses bandes dessinées. C'est une de ses premières. Alors, c'est pas son premier album. Son premier album, il s'appelle La déesse aux yeux de Jade, que, on va dire, sur les dernières, enfin pas sur les dernières années, mais après, qu'il n'a pas vraiment reconnu en tant que tel. Après, il considère que c'était un album un peu raté. Et vraiment, le premier album qu'il a fait connaître auprès du public, qui a marché, c'est Julien Boisvert. En tout cas, c'est le premier album de Julien Boisvert, qui va être une série de 4 albums. Donc, on va commencer tout de suite. On est en 89-90, hein, c'est ça? Donc alors là, on est effectivement en 89-90, enfin grosso modo c'est de 89 à 95 les 4 albums. D'accord. Julien Boisvert, c'est là où en plus on va voir son évolution graphique avancée. L'histoire, elle est contemporaine elle commence en 62. C'est l'histoire d'un jeune gars qui est tout timide et qui va fuir sa mère qui débarque chez lui et qui va profiter d'une mission en Afrique pour partir à l'aventure. Et finalement, ça va être le début de sa véritable aventure de sa vie. Quelque chose d'un peu initiatique de fait? Un parcours initiatique? Ça va être un peu un parcours initiatique. Alors, je vais faire référence à une autre série de bande dessinée qui est dans les mêmes, qui a été réalisée à peu près dans les mêmes années, qui s'appelle Théodore Poussin. Et on en parlait avec Germain, on va reparler de Théodore Poussin. On fera une émission spéciale sur Théodore Poussin. Si je parle de Théodore Poussin, ce n'est pas gratuitement, on en reparlera tout à l'heure à cause de Jacques Le Gall. Mais effectivement, les deux personnages commencent dans le même esprit, c'est-à-dire que voilà, ce sont des gars qui sont dans un univers féminin déjà, qui sont tout timides et qui, par des circonstances, les circonstances vont faire qu'ils vont se tomber dans l'aventure. Théodore Poussin va devenir un grand aventurier. Finalement, Julien Boisvert, pas vraiment, mais il va voyager. Ce sont 4 voyages, puisque le premier se passe en Afrique, le deuxième sur une île anglaise. Voilà. J. Curie se passe au Mexique et Charles aux États-Unis. Ok.
Julien Boisvert, donc voilà, quand on regarde graphiquement Ah bah, le tout premier, entre ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. même si on retrouve un petit peu la trace, et surtout entre le premier et le deuxième. C'est ça, c'est euh, entre le premier et le deuxième, et comme Jacques Le Gall d'ailleurs avec Théodore Poussin, il y a un bascule de son dessin, de son trait, sachant qu'effectivement, au début, Comment? Franck Franck Le Le Gall, j'ai Gall. dit que Jacques Le Gall, pardon. Franck Le Gall, Oui. merci Germain. Franck Le Gall, là on revient à Julien Boisvert. Ouais. Donc Michel Plessis est un dessinateur qu'on appelle gros nez, un style gros nez au niveau de son dessin, au niveau des personnages. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas réalistes dans leur visage, c'est du gros nez. Par contre, au niveau des détails, des costumes, des décors, Des proportions même. voilà, là on est véritablement Réalistes. dans du réalisme, voire du hyper réaliste, en tout cas très très détaillé. Il y a une richesse graphique dans son dessin qui est assez fabuleuse. Et effectivement, le personnage Julien Boisvert va être un personnage qui, au départ, est un adulte qui n'est pas encore arrivé, qui n'a pas dépassé l'âge de l'adolescence, Mhm. et qui va découvrir dans son voyage en Afrique, la sensualité, la sexualité. Mhm. Et puis va évoluer, mais va toujours éviter, va pouvoir avoir un problème de la responsabilisation. Il y a une question de la responsabilisation, du rapport à l'enfant, le rapport au père. Dans le troisième tome, on va découvrir qu'en fait, étonnamment, je vais dire un gros mot, c'est un connard, ni plus ni moins, puisqu'on découvre qu'il a quitté sa femme alors qu'elle était enceinte. Mhm. Il refuse de reconnaître son enfant. Il y a tout un rapport à la paternité et on va finir avec Charles qui va être une explication au père et qui va expliquer d'où le pourquoi. Le pourquoi finalement va expliquer pourquoi il est comme ça. D'accord. Et effectivement, c'est une série initiatique, Mhm. sans les grandes aventures, mais avec quelques rencontres, quelques petits événements de la vie courante, Courante. mais toujours à l'étranger. Et c'est aussi le voyage. Mhm. Voilà. Clairement, d'ailleurs, tu vois un élément important qu'on voit là, en deuxième couverture. en couverture, enfin en première page, Mhm. c'est toujours la map monde. Parce qu'effectivement, c'est un personnage qui voyage, mais qui a toujours du mal à s'installer, qui a du mal à se poser et qui a du mal à se retrouver lui-même. Mhm. Je vais te poser la question. Alors, est-ce qu'il y a un côté un petit peu syndrome, enfin entre guillemets un mélange entre syndrome de Peter Pan et du coup justement un rapport conflictuel au père éventuellement un peu ignoré qui doit se résoudre? Je dis ça parce que dans le vent dans les sables et le vent dans les saules, on retrouve le voyage, on retrouve un personnage un petit peu entre guillemets, là pour le coup plus peut-être trublion que Julien Boisvert, le crapaud, qui par ses facéties provoque l'aventure, même si c'est pas lui directement le centre du récit. Et pourtant, dans Le vent dans les saules et dans Le vent dans les sables, comme si avec Julien Boisvert ça s'était résolu à la fin, il y a Rat par exemple qui est au contraire un personnage très posé. Et là ça y est, maintenant c'est bon, on pourrait presque revenir. Donc du coup c'est rigolo de faire le lien entre les deux, comme si on avait cette espèce de recherche au départ. Je ne sais pas du tout si c'est autobiographique ou pas. Alors, c'est pas autobiographique, D'accord. mais c'est clairement, ça touche les thématiques qui sont chères à Michel Plessis. Mhm. C'est un auteur qui est très sensible. Je parle de lui au présent parce que pour moi, il restera toujours au présent. Voilà. Qui est très dans la poétique, qui est aussi dans l'intime. C'est un personnage. Il était un peu, enfin, comme lui, par le fait que c'est un auteur qui humainement est très généreux, sympathique et justement aussi très discret. Il y avait une forme de timidité et du coup, ces personnages et ces univers se retrouvent parce que même si Julien Boisvert a été fait avec Dieter, hein, le scénariste. Tous les travaux qu'il a pu faire, il a participé à l'histoire, il a participé au scénario. C'était pas juste un exécutant. Il était effectivement, tous ses livres, il y a une partie de son âme, qu'il soit ou non avec un scénariste. Et effectivement, Julien Boisvert, on découvre ces premières thématiques qui vont effectivement être liées, alors moins à la poésie par rapport au Boisvert, mais effectivement à une sensibilité,
a un rapport positif vis-à-vis de la culture, un partage, une découverte de la culture, tout en étant avec une nostalgie personnelle, une forme de tristesse interne, puisque Julien Boisvert n'est pas un personnage heureux véritablement. Il passe son temps à se poser des questions, à fuir les réponses. Et voilà, ça va être tout ce parcours qu'il va réaliser. Donc là, actuellement, on a sorti les albums en individuel, parce que bon, voilà, moi je les avais en individuel. Dédicacé, s'il vous plaît. Dédicacé, parce que voilà, il se trouve que je l'ai rencontré pendant une dizaine d'années. On avait les mêmes parcours, on se croisait beaucoup. Et c'était un dessinateur voilà, que j'adorais et qui avait, voilà, en tout cas, il a toujours eu un grand talent et toujours un public qui l'a suivi. Voilà, avec Julien Boisvert, effectivement, on a cette forme d'auteur qui se retrouve. C'est de la bande dessinée, je dirais ado-adulte, plutôt adulte, jeune adulte aussi, puisque là, ça va poser un certain nombre de questions par rapport voilà, à la famille et à la responsabilité vis-à-vis de la famille. Le passage à l'âge adulte. Tout à fait. Du côté de Julien Boisvert, donc on a l'intégrale qui existe. L'intégrale, 4 albums. Ça se termine, là je regardais. Chacun se lit individuellement. Ah oui, c'est une aventure. D'accord. Voilà. Ça fait une grande histoire quand même. Ça fait une grande histoire. Enfin, ça fait une cohérence dans le personnage. Alors évidemment, on ne peut pas commencer par le 3 sans avoir lu les premiers. Par contre, effectivement, on peut lire le 1 et s'arrêter au 1. Mais voilà, après, on veut découvrir et enrichir le personnage. Et puis après, on arrive à ces décors qui sont extraordinaires, parce qu'effectivement, ce sont des voyages, clairement. Quand il va, c'est l'île de Jersey, si je ne me trompe pas, ça va être, on s'y retrouve véritablement. Tout est extrêmement précis dans la lande. C'est un dessinateur qui adorait, et il n'aimait pas dessiner des décors de ville. C'était plus un dessinateur rural que citadin. La cité ne l'intéressait pas. C'était un dessinateur de la vie, la nature, son travail à la nature. Est extraordinaire. C'est pour ça que je le disais presque naturaliste. Moi, enfin, un espèce de côté botaniste. J'en sais rien, je ne sais pas s'il l'était, mais en tout cas capable de dessiner avec précision tout type de fleurs, tout type d'insectes. Ça se verra encore plus dans le vent dans les saules et le vent dans les sables. Et des paysages qui, tu dis, on a eu d'autres strip tracks où on parlait tout à l'heure de la ligne claire. On va directement à l'essentiel dans le récit, dans l'aventure et tout. Là, tu as l'impression je ne dis pas qu'il n'en a rien à faire, c'est que quoi qu'il en soit, il fera du beau derrière, même si c'est dans un premier temps par rapport au juste l'aventure. Moi, je ne le lisais pas tout de suite, je lisais comme on lisait un petit peu du Tintin, donc du doigt, pouf, 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 t'enchaînes les histoires. Et là, en l'occurrence, tu reviens une deuxième fois ou une troisième fois et tu t'arrêtes finalement presque case par case pour regarder les aventures dans la case. C'est le principe même de toute l'œuvre de Plessis. C'est-à-dire que tu as une histoire que tu vas lire, qui est lisible, même si c'est bourré de détails, c'est totalement lisible. Et puis après, tu y retournes. Alors, tu y retournes déjà pour découvrir des petites séquences. Alors, c'est déjà présent dans Boisvert, mais on va revenir après sur le vent dans les saules et le vent dans les sables, où c'est encore plus présent. Par des petits détails, on rentrera dans le détail là-dessus. Et après, tu y retournes encore là pour voir, te promener dans le décor. Ça, admirer. Juste pour admirer. Et ça, chez lui, c'est dans toute son œuvre. Tout son travail revient toujours à ça. Tu as j'allais dire une photographie, c'est plus vivant encore qu'une photographie, ou alors c'est de la grande photographie. On a des tableaux. D'ailleurs, on va en parler de tableaux, d'ailleurs, on va parler de peinture. Oui, il y a un lien. Mais voilà, il y a un vrai lien. Mais voilà, on est face à d'extraordinaires mises en situation et de lieux. On voyage avec les personnages. Et donc voilà, dans Boisvert, tu es vraiment aux États-Unis dans Charles, tu es vraiment au Mexique dans Jiquilpariat, tu es vraiment en Angleterre dans Grenoir, et la magie de l'Afrique dans Jiquibo. Jiquibo qui, si je ne me trompe pas, veut dire l'homme qui n'a pas passé l'âge de l'adulte, un truc comme ça. Presque l'adolescent.
C'est que voilà, ils le disent dès le départ que eux l'ont tout de suite vu. Quand ils l'ont vu, Ils l'ont appelé comme ça dans leur langue. ils ont vu que c'était un personnage qui n'avait pas encore passé Mhm. l'âge adulte. Et alors moi, il se trouve qu'effectivement, quand j'ai lu ça, Toi aussi. j'avais 19 ans. Donc Donc évidemment, toi aussi, tu te posais des questions. ah ben ça parle, hein, ça parle. Mais ce qui est fort, c'est que pour les générations qui suivent, je suis pas non plus. Ouais, on est bien grabataire, d'accord, quoi, mince alors. mais toi, j'en parlais avec mon libraire qui Ouais. a une trentaine d'années, et quand je lui ai dit qu'on allait faire une émission à Subtrack sur Michel Plessis, il m'a Ouais. dit, bah, de toute façon, son chef-d'œuvre, c'est Julien Boisvert. Pour un lecteur qui avait 5-6 ans quand quand la série est sortie, Mhm. entre 5 et 10 ans, ça marche encore. Il en parle. Tu vois, quand on a appris fin août le décès de Michel, lui a commencé à conseiller à ses collègues libraires de relire du Boisvert. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'intégrale, manifestement, n'était plus disponible fin août. Et là, il semblerait que des exemplaires reviennent. Donc, profitez-en, parce que c'est pas dit, je ne sais pas si ça sera réédité, mais en tout cas, voilà, profitez-en. On est, dans d'autres émissions qu'on a tournées aujourd'hui, on parlait de romans graphiques. On n'est pas dans le roman graphique dans sa définition générale, ouais. mais voilà, on n'est pas loin, quoi. On est dans le roman de voyage. La déambulation artistique. On est dans le roman de voyage graphique. Ouais. Voilà. On était en 95 lorsque Charles conclut la série de Julien Boisvert. Michel Plessis. Non, Charles, oui, Charles, oui, pardon. Oui, Charles, oui. 95. Voilà. Ça, c'est la fin. Voilà. Toute fin. Et 96, c'est le moment où, effectivement, moi je le découvre. On passe au Vent dans les Saules. Ouais. Et un pas est encore franchi, entre guillemets. Parce que, alors là, il quitte, j'allais dire, complètement, c'est pas vrai. Parce qu'il y a quand même des humains dans le Vent dans les Saules et dans le Vent dans les Sables. Comme et un ils roman. sont aussi. Comme encore tu plus disais, caricaturés. Là, ils sont carrément caricaturés. Mais par contre, les animaux et la nature, c'est juste, prenez. Là, tu vois, il arrive à mélanger, plein comme dans le les héron, là, il arrive à mélanger à la fois un dessin naturaliste Ouais, avec une expression humaine. Alors là, on est dans ses références. Je sais que dans ses références, il y avait Calvo, avec que la bête meurt. C'est ça, on est alors, on est aussi dans une œuvre qui est très proche, en tout cas, du roman. Mhm. Quand je dis proche, c'est-à-dire que c'est extrêmement fidèle, mais ça n'est pas une ressucée de l'histoire. C'est-à-dire que dans les interviews que j'ai pu relire, il explique qu'il a relu les nouvelles. Alors, il faut savoir que lui, il les a découvertes un peu sur le tard. Enfin, c'est vrai que autant en Angleterre, c'est de la littérature qui est lue aux enfants, autant ce ne sont pas des romans qu'on fait lire aux enfants, en tout cas en France, à tous les enfants. Voilà, ce n'est pas la lecture de chevet qu'on découvre à l'école. Et alors tu parles de Kenneth Grahame. Oui, Kenneth Grahame. Enfin, vraiment, Le Vent dans les Saules. Le roman n'est pas. Alors que c'est vraiment de la lecture de chevet des enfants, de choses qui sont lues par les enfants en Angleterre. Ouais. Et lui, il a découvert un peu sur le tard, il a découvert un peu plus tard. Et il n'avait pas prévu, quand il le lisait, il n'a pas prévu de l'adapter, mais il avait, voilà, comme toujours avec son imagination, il a commencé à faire des crayonnés. Et un de ses amis anglais, passant chez lui, a vu ces crayonnés et a tout de suite reconnu les personnages du roman et lui a dit il faut que tu fasses ça en bande dessinée, quoi. Grosso modo, tu es totalement dans l'œuvre. Il se trouve que Guy Delcourt, qui était donc son éditeur historique, c'est vrai que quand il a fait Julien Boisvert, Guy Delcourt débutait dans l'édition, donc c'est un parcours qui parallèle totalement, tout à fait.
Et avec Guy Delcourt, ils avaient envie à l'époque de faire une collection jeunesse, parce que la bande dessinée jeunesse, or en France, et pas énormément, c'est surtout les éditeurs belges, en tout cas Dupuis qui fait la littérature jeunesse, de la bande dessinée jeunesse, mais finalement il y avait peu de bandes dessinées jeunesse autres que ce qu'on connaît en bande dessinée belge. Et du coup, voilà, ils ont commencé à travailler là-dessus. Et ce qu'a fait Michel Plessis, c'est il a relu les nouvelles, enfin Kenneth Graham, et après, avec ses notes de lecture, il a ensuite réécrit sa propre histoire. On est dans le fil des événements, mais tout son récit, c'est lui qui l'a réécrit. Les dialogues, etc. Il n'y a pas de texte qui ne soit, emprunté du roman. Pardon. Voilà, on est véritablement dans un travail de réécriture, d'adaptation personnelle, avec effectivement toute cette richesse. Alors là, effectivement, on voit la richesse graphique. C'est incroyable. Il y a beaucoup de choses en plus qui pourraient être ajoutées à tout ça, au-delà de la richesse graphique. Des illustrations, des détails, de toutes ces petites histoires, de ce que tu disais tout à l'heure, de revenir au moins 3 fois, et la 3e fois, c'est juste pour se balader dans l'image qui émaille le récit. Mais il y a quand même aussi une deuxième chose dans le ton. Si le ton était un petit peu plus particulier dans Julien Boisvert, même si ici la nostalgie n'est pas complètement absente du récit, non. le bon vieux temps, quand c'était plus calme, avec des éléments par rapport à la modernité, en se posant des questions sur ça va un petit peu vite et ça nous éloigne de la nature, et la voiture du crapaud qui pue, etc., etc. Et malgré tout, c'est joyeux. Tu ressors, je sais pas, il y a un petit vent, tu te sens bien, tu es content, tu as envie de profiter de la vie. Il y a un truc tellement positif aussi qui ressort de ça. On est effectivement dans une… Alors, on va peut-être parler de l'histoire, mais on est dans une bande dessinée qui est jouissive. Ça parle des sens, de tous les sens. Oui, c'est vrai. Ça parle des plaisirs de la vie. De la vie, la bonne chair. Alors, effectivement, il y a un petit côté passéiste, parce que c'est le propos, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans la nature, on est dans le fait de prendre le temps. D'ailleurs, on prend le temps de lire cet album, de ces albums, et on est dans les plaisirs. Alors, il y a les odeurs, il y a les couleurs, il y a la bouffe. Alors, le problème, c'est quand moi je suis au régime en ce moment. Je suis au régime, et alors, faut pas préparer cette émission. Tu les as relus. J'ai tout relu. Et ça bouffe. Et j'ai passé mon temps à voir la dalle, là. Parce qu'ils font des bons gueuletons. Ils passent leur temps à parler de bouffe. C'est rigolo parce que ils ont effectivement ce côté un peu épicurien, en même temps que légèrement carpe diem, mais avec une simplicité. C'est-à-dire que comme on est proche de la nature, on a été faire ces petites rations de pommes qu'on a laissées sécher, mais en même temps il y a les petits coins à champignons que Blaireau connaît très très bien. La maison de Blaireau, elle est juste magique parce qu'elle est sous terre avec plein de petits recoins. Elle peut même tomber sur des peut-être anciennes civilisations. Il y a des images qui sont vraiment excellentes, mais c'est vrai que du coup, ils font des siestes, etc. Ça ne les empêche pas d'ailleurs. Ensuite, voilà, ils se baignent, ils font des pique-niques, ils se baladent dans la neige. Bref. Chaque personnage. Alors, on va revenir, je vais revenir sur l'histoire. Ça se passe en Angleterre. On va dire une sorte d'Angleterre, c'est pas victorien, c'est un peu début 20e, je pense. Oui, il y a les premières voitures, oui, tout à fait. Donc des animaux humanisés, en tout cas, qui s'habillent, qui vont faire des pique-niques, etc., mais qui ne sont pas des êtres humains, parce qu'à côté, il y a la société des humains. Tout à fait. Les taupes vivent dans des terriers de taupes, mais des maisons terriers. Les radeaux vivent à côté de la rivière. C'est ça. Et donc, on va rencontrer des différents personnages qui vont chacun avoir leur caractère. Donc, le caractère le plus fort, c'est Radeau, c'est un rat d'eau, qui est un personnage justement qui est très bon vivant, qui est poète, qui est cultivé, qui est effectivement un tempérament leader. Et il faut savoir que tout le récit est raconté quand même par taupe, puisqu'il y a un certain nombre de voix off qui sont taupes. Le narrateur, c'est taupe. Et d'ailleurs, la première image, c'est taupe, puisque ce sont quelque part un peu
les aventures qu'a vécu Taupe, qui est un anti-héros, Ouais. puisque Taupe, c'est un garçon très gentil, un peu pâteau, Ouais. un peu gaffeur, et qui est toujours très gentil et qui a un très Ouais. bon fond, et qui va justement, Ouais. lui, à l'arrivée du printemps, va vouloir prendre un peu l'air, va rencontrer ce rat, ils vont devenir amis, ils vont habiter ensemble, et ils vont rencontrer tous les différents peuples, tous les différents personnages qui habitent autour. Donc tu as l'outre qui est un personnage qui lui est beaucoup plus dynamique, Oui, c'est ça. qui a une vie familiale, qui est toujours pressé. Il y a Crapaud. Il y a Blaireau, Blaireau. il y a Blaireau qui lui est un personnage qu'on dit bougon et qui va s'avérer beaucoup plus chaleureux, Ouais. mais qui a Une espèce de présence. sagesse Voilà. aussi. Oui, le vieux sage. Le qui- vieux sage ouais. et surtout celui qui a voilà, vraiment les pieds sur terre Ouais. et qui amène une sorte de distance. Et puis, le personnage le plus truculent, le plus drôle, il est extraordinairement drôle et tel que Plessis l'anime, il est absolument fabuleux, c'est Crapaud, T'as envie de le claquer Baron quand même. Tétard. Hein. Baron Tétard. Voilà. Et lui, du coup, c'est celui qui passe de lubie en lubie. Voilà. Il lui faut toujours quelque chose de nouveau. Il faut qu'il essaye la voile, il faut qu'il essaye la voiture, il va falloir qu'il essaye le dirigeable. Bref, c'est le déclencheur, malgré tout, toutes de les l'aventure. mésaventures. Des mésaventures. mésaventures. Voilà. Il y a les mésaventures. Et là, effectivement, quand il l'anime, on est. Alors, c'est souvent, voilà, certaines adaptations cinématographiques ou dessins animés se sont beaucoup plus focalisées sur Crapaud, puisque justement, c'est lui qui est le personnage le plus vivant. Mhm. Alors, il est très très fort, c'est parce que finalement, tous les événements, on va passer son temps À lui à courir essayer, à lui après, courir après, à essayer sortir de la de panade. sortir. Voilà. Voilà. Et quand il l'anime, bon, bah, moi je trouve que la première séquence où on le voit véritablement en lubie, c'est quand il découvre l'automobile. Et Ils viennent la de petite partir, série voilà, c'est ça. est Ils viennent de partir à extraordinaire. cheval, ils croisent l'automobile qui fait peur au cheval, ça part en cacahuète, et le voilà, entre guillemets, hypnotisé par la voiture. Et cette séquence, toute bête, démontre à la fois la grande capacité de Plessis à animer un personnage, parce que là, cette séquence-là, là, juste la dernière bande, Mhm. elle est totalement fabuleuse en termes d'animation d'un personnage pour exprimer à la fois son excitation, sa lubie, etc. Et les onomatopées qui sont, voilà, tout est là-dedans et c'est extraordinaire. Et là, tu vois, en quelques planches, parfois en quelques cases, Michel Plessis va justement prendre le temps d'animer une séquence, d'amener les lieux. On est sur la bande dessinée où il se passe des choses avec quelques temps ralentis et puis parfois de l'action et qui va prendre le temps. Et vraiment, vraiment avec des séquences qui vont s'animer sous nos yeux. Et ça, c'est quelque chose. De toute façon, c'est aussi un très très grand metteur en page. Il a une mise en page qui est à la fois extrêmement dynamique. Donc, Le vent dans les saules, c'est 4 tomes. 4 tomes. Qui réunissent, alors, avec des séquences par chapitre qui correspondent au chapitre du livre, avec des séquences qui vont être extrêmement poétiques. L'heure bleue est fabuleuse avec le dieu Pan. Et puis à côté, voilà, entre deux séquences, voilà, ça va être les temps de pause entre deux séquences très animées qui vont être les aventures, les mésaventures des héros par rapport à Crapaud, voire parfois il y a des séquences entières où Crapaud est seul, puisque c'est lui qui va faire toute l'animation avec ce personnage, voilà, totalement truculent. Donc là, il a fait ça dans les années, fin des années 98, début des années 2000. On est véritablement, voilà, on est dans l'histoire du roman. Et ensuite, il va écrire sa suite, où là, il va être son propre. Enfin, il était déjà scénariste. Oui, tu l'as dit, il l'a réécrit. Mais juste, Christophe, je le précise, hein, dans le vent dans les saules a une unité. Si le 1 et le 2 se suivent un petit peu parce qu'il y a cette histoire de rat qui découvre à la fin du 1, c'est la mise en place, mais le rat découvre, Baron Tétard découvre l'automobile, ça leur apporte plein de soucis dans le numéro 2. Dans le numéro 3, c'est pratiquement uniquement tourné autour de Crapaud et avec cette évasion voilà. grand guignolesque de Crapaud qui cherche à rejoindre ses amis, qu'on retrouve du coup dans le 4. Et là, c'est pareil, il y a un petit côté très
aventure piraterie presque, puisque complètement. oui, KPDP, Bah des oui, souterrains, clairement, toi, je leur parlais tout à l'heure, voilà. les furets ont pris le château en Là, otage. toi, il y a des longues séquences de bataille Ah, c'est qui sont excellent. pour le plaisir de C'est l'animation. excellent. Tu vois, voilà, tu prends cette page-ci, voilà, on peut la prendre en. Je vais faire, je grandis. Bougez pas, je grandis un On petit est peu, dans petit peu. on est dans l'animation, on est dans le cinéma, dans le film d'animation, on est voilà, dans la séquence animée, tout Ça simplement. bataille. Lui, il le poursuit. Pas de dialogue, Ils- juste des faits. Ils y vont, ils tournent le couloir, ils réapparaissent parce que finalement, Voilà. on a tout plein de l'autre côté. Blaireau débarque, puisque c'est quand même finalement un costaud. Il cherche à choper les plans, lui il lui pique. Finalement, c'est l'autre qui lui pique, c'est l'autre qui lui repique. Enfin bon, bref, voilà. Et ça court sur les lustres, bref, Comme tu dis, très animé. Très on est pirate. dans la piraterie, On est dans la piraterie. et on est voilà, dans un final qui Ouais, est très explosif. pétaradant. Ah Voilà, oui, c'est ça pétarade. Donc ça, c'est la finale, Le Vent dans les Saules. Ouais. On est dans l'univers de Kenneth Graham. On le reste, mais On le reste avec les personnages c'est ça. de Kenneth Graham, mais encore avec une nouvelle relecture, Le Vent dans les Sables, qui est beaucoup plus proche de Michel Plessis. Je pense qu'il là, il y a mis encore plus de lui-même, puisque il y a un personnage qui va évoluer, que je trouve un peu différent, enfin clairement différent, même si c'est Ra, puisque même physiquement, Ra va être beaucoup plus, quelque part plus jeune, tu vois, moins grave, moins leader. Il va pas être leader d'ailleurs, et ça se voit dans les expressions. Autant dans le Vent dans les Saules, il est le personnage qui va arbitrer, dire oui, dire non, diriger, etc. Là, il est. Il faut dire qu'il est entraîné malgré lui. Il est entraîné malgré lui. C'est un personnage qui, dans Le Vent dans les Saules, justement, est le personnage qui parle du bien-être d'être chez soi, Mhm. dans son propre univers, du cocon, de sa rivière, etc., ses habitudes, ses pique-niques, et qui va tout début d'histoire, va avoir une petite nostalgie par rapport aux aventures et aux voyages qu'il n'a pas réalisés. Mhm. Cette nostalgie, il va l'avoir très peu, mais c'est elle qui va tout déclencher, puisqu'elle va donner, on peut raconter le début de l'histoire, elle va donner, en parlant de cette petite nostalgie par rapport au voyage, elle va envoyer Taupe dans une lubie, Une nouvelle. nouvelle lubie, où Taupe veut partir en voyage, ils essayent de le rattraper, et quand ils le rattrapent, ils sont sur un bateau, et le temps de le rattraper, le bateau part, et eux se retrouvent passagers clandestins De ce bateau. de ce bateau. Et là, effectivement, on se retrouve avec, donc c'est Ra, Taupe et Crapaud qui vont se retrouver au Maghreb. C'est ça. Et là, Ra n'est pas du tout un leader. Mhm. Il est, quelque part, c'est le personnage le plus, pas le plus dépassé, mais en tout cas le plus nostalgique, le plus triste de ce qui se passe. Parce que bon, Taupe, finalement, tout ce qui se passe, c'est un personnage positiviste. Oui. Tout ce qui se passe est l'occasion de découverte et d'émerveillement, parce qu'il s'émerveille de Tout le temps. tout le temps. En même temps qu'il a le côté un petit peu Watson, narrateur, Voilà. Participant et narrateur. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a une espèce d'effet Sherlock Holmes, Watson entre Ra et Taupe. Donc, mais du coup, en l'occurrence, c'est vrai, Taupe se pose pas trop de questions. Jamais. Il y a toujours, on avancera bien, On il y y a toujours quelque chose, on y arrivera. on y arrivera. regarder. C'est pas grave. Alors que Ra, lui, Il a une vraie nostalgie. oui, mon petit chez moi, c'était quand même Voilà. bien, j'étais bien tranquille, la vie était bien réglée. Alors que là, on retrouve aussi ce qu'il y avait dans Julien Boisvert, c'est-à-dire la découverte de la culture étrangère, la découverte de l'autre, dans ce qu'il peut avoir de différent, et merveilleux et parfois dérangeant, entre guillemets. Là où un crapaud, lui, s'en fiche, il va essayer de se faire du blé, il va essayer d'être toujours respecté parce que c'est quand même le Voilà. baron. Donc ils sont tous les fois un hyper trio. orgueilleux. Il est orgueilleux, voilà, c'est ça. Donc il y a un petit trio qui va se déplacer et connaître d'autres aventures chez les barbaresques. Et tu vois, je revenais sur Ra. Effectivement, la différence de traitement graphique de Ra entre Le Vent dans les Sables et Le Vent dans les Saules est très différent parce que, tu vois, on le voit, il est plus rond, il est plus
il est moins leader, il est moins sage, et effectivement, il est toujours avec cette forme de tristesse. Plus ça va, plus parce qu'ils sont quand même coincés au Maghreb. Mhm. Et lui, même s'il profite avec les autres de leur plaisir, c'est aussi quand même toujours un moyen de découvrir une autre culture et de manger, et toujours manger, et toujours manger, et toujours manger. Il est quand même beaucoup, même graphiquement, il a un traitement plus proche du personnage qu'a voulu donner Michel Plessis. Alors qu'effectivement, Crapaud et Taupe, eux, restent immuables. Mhm. Alors, pour voir la petite histoire, ça a un rapport avec le Maghreb entre le vent dans les sables et le vent dans les saules, pour la simple et bonne raison que quand Plessis travaillait sur ces scénarios du vent dans les saules, Mhm. il partait au Maroc pour écrire ces scénarios. D'accord. Donc, quand il a fait la suite, voilà. C'était naturel. C'était voilà, et c'était Pratiquement. naturel de rentrer dedans. Et effectivement, il voulait montrer cette culture. Il parle à la fois, enfin, lui, il a été à la fois au Maroc et, je crois, en Algérie. Et voilà, on est véritablement dans sa découverte, pas touristique. Non, bah C'est non. pas non plus immersif. Enfin, c'est immersif, mais voilà, on est dans le voyage et on est toujours dans la découverte et l'émerveillement parce que les personnages passent leur temps à se déplacer finalement, parce qu'ils vont continuer à courir après Taupe et puis ils vont essayer de trouver des Crapaud. moyens. Crapaud, pardon. Ouais. Et ils vont essayer de trouver un moyen De pour trouver rentrer. de l'argent et de rentrer, De rentrer rentrer chez chez eux. Ouais. Donc on va avoir beaucoup de voyages, on va avoir énormément de poésie. On va avoir aussi un rapport au thème, à des thèmes aussi plus contemporains, parce qu'autant Vent dans les saules est véritablement une histoire anglaise Mhm. qui reste anglo-anglaise, autant Le Vent dans les sables va évoquer la religion, les religions, Mhm. la façon de vivre les religions, la façon de cohabiter des différentes religions et la complexité de la cohabitation des religions dans le Maghreb, avec quelques personnages de salauds, voilà, Mhm. hein. Alors qu'il y a dans Le Vent dans les saules, il n'y a pas de personnages négatifs. Même les furets qui Oui. prennent le château finissent par être un peu drôles. Enfin, Oui, voilà, ils sont traités de façon Ils sont plus bêtes que méchants. plus bêtes que méchants. Voilà, c'est ça. Alors que Exactement. là, il y a vraiment. Là, il y a des il y a traîtres, vraiment des salauds, profiteurs. voilà, des Oui, oui, c'est profiteurs, ça, il y a tout des- à fait. il y a quand même des personnages qui sont irrattrapables. Et puis, on a aussi un rapport à l'émotion, à la sensualité, L'amitié. l'amitié. Il y a aussi une forme d'ambiguïté aussi dans certaines relations. Mhm. Qu'on avait pu voir dans Julien Boisvert. Et là, voilà, il y a quelques ambiguïtés relationnelles. Il y a des choses, il y a beaucoup de noms, enfin, il y a un certain nombre de non-dits qui sont intéressants. Voilà, laisser aussi à la au compréhension bon du vouloir, lecteur. exactement, au bon vouloir du lecteur. Tout à fait. Vous en ferez ce que vous voulez. Là, j'arrive à la fin du Vent dans les sables, Sable. qui lui est en 5 tomes, Tout là à fait. où Le Vent dans les saules était en 4. Ouais. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a une participation aussi de quelqu'un d'autre. Loïc Joannigo. Loïc Joannigo, puisque c'est lui qui fait tous les petits croquis, puisque Taupe dessine au fur et à mesure. Voilà. Et tout au long des albums, en tête de chapitre ou à la fin, Ou au on milieu, trouve, voilà, c'est ça, on trouve les croquis de Taupe. Voilà. Et en fait, c'est dessiné par quelqu'un d'autre. C'est dessiné par Loïc. Joannigo, certains lecteurs, les lecteurs de livres jeunesse connaissent par l'auteur de Passiflore, qui est justement, qui je crois, c'est lui qui a fait découvrir Le Vent dans les saules à Michel Plessis, qui est un grand ami de Michel Plessis. Mhm. Et Passiflore, pour une petite histoire, c'est aussi un monde animalier, ce sont des mondes de lapins, avec tout des mobiliers, etc., qui sont en forme de carottes. Et justement, Taupe, dans le roman, Taupe fait un journal, mais c'est pas un journal dessiné. Enfin, le journal dessiné est une invention de Michel Plessis. Et il ne voulait pas le dessiner lui-même. D'ailleurs, on a oublié de parler des peintures. Enfin, on peut parler après de tout ce qui est caché, d'ailleurs. On va parler un petit peu de tout ce qui est caché. Et du coup, il voulait pas les dessiner lui-même parce qu'il disait qu'il fallait qu'il change de style, qui n'était pas son style naturel. Et du coup, il demande à Loïc Joannigo de dessiner, de faire les dessins de Taupe.
Donc effectivement, à la fois dans le vent dans les saules et dans les sables, les petites histoires, les petites ellipses sont dessinées par les carnets de taupe, par Loïc Jomenigo, effectivement. Alors ça tombe bien parce que en dessus de ce carnet de taupe, et c'est ce que tu évoquais tout de suite, il y a des choses cachées. Les clins d'œil. On Enfin, parlait de peinture, oui. de poésie également, quelques chansons, même des fois de philosophie. On a deux ou trois passages dans Le vent dans les sables sur justement religion, philosophie, façon de vivre, profondeur de l'être, le néant, la nature. Bref, tout ça vous le retrouverez. Et il y a aussi ces petits clins d'œil. Ils sont souvent mis en fin d'album. La référence, certaines références Ah tiens, je ne sais pas, tiens. sont indiquées, il me semble. Je ne les ai pas vus, parce que pour moi c'était plus des À appels voir à la soi-même. surveillance. Parce que justement, comme on disait, voilà, ah oui, effectivement, remercie, il y a Monet, Van Gogh Voilà. Ah, et Klimt. je me disais bien aussi. Effectivement, toi, je ne les ai jamais vus. Tac, il y a un petit clin d'œil pour histoire de savoir où est-ce qu'on va. Donc voilà, on va parler des histoires aussi, des histoires dans l'histoire. Mhm. Alors, cette séquence-là, qui est très connue, toi, tu le connaissais? Non, pas du tout. Ah, ceci est un tableau. C'est l'origine du monde. Sérieux? Oui. Vous avez. Ah oui, d'accord. Oh, c'est beau. Alors là, magnifique. Eh ben non, je ne l'avais pas vu. Alors attends, bouge pas. Je dézoome un tout petit peu pour nos internautateurs et Donc internautatrices. l'origine du monde de Courbet. Ça, c'est fou. Eh ben, je ne l'avais pas vu. Comme disait il y a justement un ami, Eric, il n'y a pas longtemps, bravo, enfin Michel Plessis est quand même le seul dessinateur qui, dans un livre jeunesse, va foutre un sexe féminin, va cacher un sexe féminin dans un livre jeunesse C'est pour enfants. très bien vu. Je ne l'avais pas vu. Ouais. Donc c'est effectivement des petits clins d'œil. Dans le vent, dans C'est un vent dans les saules aussi. Je suis à peu près certain qu'il y a un peintre, je ne sais pas si c'est flamand ou autre, aussi une référence à un autre peintre. Je suis à peu près certain que le tableau mais j'arrive pas à retrouver le tableau par lui-même. Mais voilà, il faut lire, relire, il faut se balader dans les pages de Michel Plessis, parce que outre les petites séquences, on va en reparler peut-être tout à l'heure, on va peut-être montrer peut-être plus dans le vent et les sables, mais voilà, on se promène véritablement dans ces décors. Il faut les relire, ne fût-ce que pour voir la beauté et la plénitude de l'œuvre et de son travail. Juste que je vous le relis, hein, parce que ça prend un sens qui est complètement différent, non à la rigueur peut-être sensuel et rien de plus, mais il n'empêche que les vallons, les taillis, jusqu'ici si secrets, lui offraient alors leur intimité la plus cachée. Plus question de collier, de liserons, ni de maquillage, de fleurs et de feuilles. La nature s'offrait à lui nue, pauvre et vrai. C'est bon, ok, du coup il y a autre chose. Voilà. C'est ça qui est très très fort dans ce vent dans les saules. saules. Effectivement, il est magnifique. Et dans le vent dans les sables, vous allez voir un petit peu comme la coccinelle de Gottlieb, etc. Ça, on va avoir les mouches, les dialogues de mouches, les dialogues de mouches avec Raymond qui voilà. Raymond vous voyez, dès le départ, première page, première case, grande case, magnifique. Hein, on est vraiment dans la fin de l'été. Voilà. On est dans la fin de l'été et donc vous avez une hirondelle qui est en train de courir après une mouche. Laquelle mouche s'appelle Raymond et il va se passer un certain nombre de pages, voire de tomes. Raymond. Voilà, pendant toute la série, on va retrouver cette mouche qui va l'appeler Raymond et ils vont se retrouver à la fin. Mais on peut. Mais voilà, il y aura plein de dialogues qui vont être racontés, plein de petites histoires. Ils seront embarqués sur le bateau. Mais ça, il le fait, pas avec automatiquement humoristique, mais voilà, dans les décors de Michel Plessis, il y a toujours des petites histoires, des petits événements, des petites séquences toutes simples, mais voilà, gratuites. C'est gratuit parce que c'est l'histoire dans l'histoire. Et c'est très rare parce que la plupart des dessinateurs vont quand même essayent quand même d'aller à l'efficacité. Hein, et lui, il s'arrêtait véritablement sur ses planches. Il travaillait d'une façon.
Il est en train de fouiller, il a trouvé une vieille théière et t'entends une voix qui fait « Eh oh, faut pas vous gêner, voyeur, allez, Voilà. viens Lucette. Et ce sont les deux araignées qui dérangent. » C'est ça. Voilà, ça n'amène rien à l'histoire, mais c'est le petit truc, le petit plus que vous n'allez peut-être pas voir tout de suite parce que voilà, le dialogue a été grisé volontairement de façon à pas gêner la lecture de l'événement principal, mais que vous allez peut-être redécouvrir si vous avez lu très rapidement, vous allez redécouvrir par derrière. Et ça, voilà, ça va être dans toute l'œuvre. Même dans Julien Boisvert, il y a quelques séquences comme ça où en arrière-plan, il y a un moment, tu vois, une boîte de conserve, puis tu as le chien qui est à côté, et puis la case suivante, tu vois le chien en train de courir, en fond, tout au fond, tu vois le chien en train de courir en faisant caille, 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 caille avec la boîte de conserve, et après tu as Julien Boisvert, alors que au premier plan il se passe autre chose, derrière tu as Julien Boisvert en train d'engueuler son fils qui avait accroché la corde au chien. Du chien. Voilà, ça c'est des petites histoires dans l'histoire, et ça c'est vraiment la patte de Michel Plessis. De Michel Plessis. Il y a d'autres petits albums, on les a pas tous. En l'occurrence, tu as parlé tout à l'heure de Passiflore. Il y a un album de Passiflore. Il a dessiné un Passiflore aux éditions d'Argo. Malheureusement, j'ai oublié de prendre les visuels avec moi. Donc voilà, c'est une collaboration qu'il a fait avec Loïc Joannigo. Et puis, donc Le vent dans les sables, c'était terminé. On a eu un petit trou de 3 ans, 3-4 ans. Et puis là, il a changé d'éditeur. Il est passé chez Casterman pour une nouvelle collaboration. Et là, je reviens à Théodore Poussin, puisque là, c'est Le Gall au scénario. C'est la même génération. Et donc, du coup, le fait de la retrouver, de les voir ensemble, est cohérent quelque part, puisqu'effectivement, ils ont des complémentarités et ils ont des univers qui sont, même s'ils sont différents, il y a une façon de travailler graphiquement et au niveau de la narration, finalement, c'est pas étonnant de les voir ensemble pour faire un travail ensemble qui ne ressemble ni à ce que fait l'un ni à ce que fait l'autre. On a une nouvelle collaboration avec un nouveau travail qui se passe une fois de plus au Maghreb, là où vont les fourmis. C'est un petit garçon qui n'a que sa maman et que son grand-père embarque et lui confie ses chèvres avant d'aller en pèlerinage. Et donc le gamin se retrouve en plein désert à garder les chèvres avec une chèvre, la vieille chèvre, qui parle. Qui parle. Une radoteuse, mais qui philosophe aussi. Et qui a beaucoup de choses à dire et qui parle. Et lui, il est obnubilé par les fourmis. Parce que voilà, depuis son village, les fourmis partent, se suivent à la ligne. Et lui ne sait pas, il ne pouvait pas dépasser la fontaine. Et là, il continue, il sort du village. Et le chemin des fourmis continue par là où sont ses chèvres. Et il va croiser une jeune fille avec son père, le père voulant récupérer la chèvre qui parle, il va s'enfuir avec la petite fille et la chèvre, et ils vont suivre les fourmis jusqu'à la mer. Leur objectif, c'est ça. Et donc là, pareil, on est sur un voyage un peu initiatique, une rencontre de la poésie, de la philosophie. Et c'est vrai que c'est encore quelque chose où on est... Alors, c'est très poétique, hein, évidemment. Et on est sur une œuvre qui est assez différente de leur travail à tous les deux, et donc du coup intéressante à lire. C'est une très belle histoire. Alors oui, du coup tu montres la fin, mais voilà. C'est un one-shot, mais voilà. C'était pas ça. C'est juste que le personnage de dos qui fait au revoir en sachant que c'est le dernier album de Michel Plessis, en disant… Ça, on ne le savait pas. On ne le savait pas, non, ben, d'accord, mais il n'empêche que le « aimez-vous fort les enfants » et puis il est parti, il dit au revoir, et ben, ça résonne de façon particulière. Ça, c'est là où vont les fourmis. Alors, je ne sais pas si Germain avait eu le temps de travailler les planches en noir et blanc. C'est pareil, là, on a aussi un travail graphique qui est encore un peu différent, puisque on est dans le désert. Alors, il a fait des pages de désert dans Le vent dans les sables, tout à fait, clairement. Le chant des dunes, d'ailleurs. Non, c'est La tentation du désert, je crois, d'ailleurs, où il y a beaucoup de très, très belles pages, de sable. Non, c'est quand ils vont trouver l'antique cité. Le champ des dunes, c'est bien dans le champ des dunes, où effectivement on a des grandes pages qui bougent, de sable, de dunes,
Il y a des trucs magnifiques. Attends, voilà, des cases comme celle-ci. Et là, tu vois, il a une autre façon encore d'aborder le désert. Il y a celle qu'on voit à l'écran et celle-ci. Voilà. Ça, c'est le vent dans les sables. Celle que vous voyez précédemment à l'écran, c'est là où vont les fourmis. Et effectivement, il a encore une nouvelle forme de travail très intéressante, j'allais dire, moins précise. Elle est plus humoristique, plus ronde. C'est un dessin plus jeunesse peut-être. Un peu plus lâché. Lâché, je ne sais pas. C'est ça qui est. Est-ce que c'était compliqué avec voulu? lui. Est-ce que, Alors, ouais, c'est sachant ça. que aussi, nous, on est habitué à regarder ces plages en couleurs. Et pour le vent dans les saules et le vent dans les sables, il a fait ses couleurs lui-même. Pour là où vont les fourmis, il passait par une coloriste. Donc automatiquement, on a un travail et un rendu qui est différent. Okay. Mais effectivement, les plans sont un peu plus, sont assez différents. Il y a moins de détails, il y a un peu moins de détails, mais on est effectivement sur une lecture plus linéaire. Mais toujours, enfin quand je dis moins de détails, voilà. Oui. Hein, on reste quand même dans le réalisme. Ça reste magnifique avec des décors, des ciels, des lumières qui sont magnifiques. Donc là, voilà, Michel Plessis. Pour ceux qui seront à Quai des Bulles, à Saint-Malo, fin octobre, octobre 2017, il faut savoir que c'est lui qui a réalisé l'affiche. D'accord. Alors, ça faisait des années que personnellement j'attendais, et je n'étais pas le seul, hein, on était plusieurs à attendre qu'il soit l'affiche, parce que c'est un auteur malouin, il est né à Saint-Malo, il vivait à Saint-Malo, donc c'est un pur auteur malouin, il n'avait jamais encore fait l'affiche. Il a fallu attendre 2016 pour qu'il ait le prix de l'affiche pour réaliser l'affiche. Et c'est l'année où il fait l'affiche qui décède, quelques mois avant. Donc là, c'est un pied de nez au destin qui est hallucinant. Et du coup, Quai des Bulles, comme c'est quand même un auteur qui est un ami du festival, un très grand fidèle du festival, le Quai des Bulles va lui consacrer une exposition qu'ils ont confié à deux de ses grands amis, deux auteurs de bande dessinée que sont Lucien Rollin et Emmanuel Lepage, parce que c'est toujours cette communauté d'auteurs bretons qui s'est créée ensemble avec la figure paternelle qu'est Jean-Claude Fournier. Il y a une grande communauté d'auteurs bretons avec Loisel, avec Vicomte, donc il y avait Plessis, il y avait Crène, il y avait Rossi, c'est vraiment Lepage évidemment. Et donc, Lucien Rollin et Emmanuel Lepage sont en train, en ce moment, de monter l'expo rétrospective d'hommage à son travail. Ça va être une expo qui va être sur la vie, parce que c'est un homme qui aimait la vie passionnément. Et donc, on va, pour ce que j'en sais, donc on va avoir beaucoup d'originaux. En tout cas, il y aura des originaux, parce que par chance, tout son travail est disponible, en tout cas est accessible. Il y aura son atelier, sa table à travail qui va être constituée, et on va avoir des originaux. Alors sachant que les originaux, ça risque d'être très intéressant parce que sa façon de travailler, alors je ne sais pas comment il travaille ces dernières années, mais en tout cas, quand il commençait, à l'époque de Julien Boisvert, etc., c'est un dessinateur qui travaillait au crayonné. Il n'ancrait pas. Il faisait ses crayonnés, très très précis, très beaux. Parfois, il faisait des montages, il agrandissait, il réduisait, etc. Et après, il photocopiait tout ça au maxi pour faire son ancrage, qu'il envoyait à l'éditeur. Le bleu était fait à partir de ça. D'accord. Donc, c'était les crayonnés photocopiés. Okay. Avec, je dis, et tu as parfois, voilà, tu vas avoir une séquence, une case, parce qu'il y a des constructions qui sont très très originales pour l'époque. C'est du cinéma. On reprend de tout cadre, son travail. De plan, sa mise en page, elle est très très forte quand même. Alors maintenant, on va dire oui, ça se fait beaucoup, etc. Mais je peux te dire que dans les années 90, des séquences avec des personnages coupés, des plans larges, voilà, des séquences comme celle-ci, par exemple, c'était pas monnaie courante. C'était vraiment pas courant.
Et donc tout ce travail-là de mise en page voilà, fait qu'il construisait véritablement ses pages individuellement et avec une grande narration, une grande animation, comme tout à l'heure les séquences qu'on a montrées. Et donc tous ces originaux et plein de travaux, des illustrations magnifiques. Il a fait et c'est dur de trouver des illustrations de sa part, parce que finalement, il n'a pas fait tant d'affiches de festival que ça, mais les affiches qu'il a faites sont magnifiques. J'ai pu retrouver, alors surtout, il les faisait plutôt on lui demandait de faire des affiches plutôt dans les années 2000, début des années 2000, donc c'est dur de retrouver les fichiers de l'époque. Soliès, je crois que c'était l'illustration que Germain a mis en tête de l'émission. C'est magnifique, hein. En plus, pour ceux qui connaissent Soliès-Ville, voilà, ça c'est Soliès, on reconnaît le village de Soliès. Donc le festival de Soliès a eu la gentillesse de m'envoyer le fichier d'illustration, je les en remercie. Ils sont évidemment, pour eux, voilà, ils ont aussi fait un message d'hommage parce que Michel Plessis est un habitué du festival. Et voilà, c'est un grand illustrateur. Quand on voit ces illustrations, c'est absolument extraordinaire à la fois dans la présentation de la nature, des sens. Voilà, on voit la chaleur, on voit les odeurs. Et pareil, on voit toujours la bouffe. Alors, celle-là, on ne voit pas la bouffe, mais voilà. Moi, Michel Plessis est un auteur qui me donne faim. C'est bien, tant mieux. On espère en tout cas, nous, parce qu'on aura aussi, grâce à lui, voyagé dans ce strip track qui lui était consacré. Merci Christophe de nous avoir amené tout ça et puis une fois encore d'avoir gardé le contenant, hein, d'avoir amené du contenant, de quoi nous nourrir aussi en termes d'apprentissage sur la vie et l'œuvre de Michel Plessis. Alors j'ai dit très peu de choses parce que bon voilà, malheureusement ses amis auraient pu dire 10 fois plus. C'est un auteur qui était extrêmement apprécié, à la fois aussi par les jeunes auteurs parce que c'est quelqu'un qui accueillait aussi, qui savait discuter avec les jeunes auteurs, puis c'est quelqu'un qui était d'une simplicité, d'une humanité, d'une amabilité extraordinaire. On va beaucoup le regretter et ben voilà, on va garder en souvenir grâce à son travail. Il faut lire, il faut relire Michel Plessis. Tout à fait. Et en profiter du coup pour aller du côté de Saint-Malo voir cette exposition hommage. 18 octobre, 28 2017. octobre, c'est en même temps qu'Essen. Ah, c'est le 27, 28, 29. 27, 28, voilà. Ouais, 28 octobre, voilà. 27, 28 octobre. Alors voilà, bon, justement, ceux qui ne vont pas à Essen pourront profiter à Saint-Malo, même si vous habitez à Cannes. Voilà. Je n'irai pas à Essen parce que voilà, c'est fatigant. Comment Germain? 2 jours l'un, 2 jours l'autre. Voilà. Il faut aimer voyager. D'ailleurs, juste pour information, Asmodée sera à Quai des Bulles pour faire jouer aussi. Pour faire jouer en même temps. Vous pouvez jouer à Quai des Bulles. Allez, ça et voilà, si vous ne parlez pas allemand, vous pouvez parler breton sur les quais. À Saint-Malo. Pour cette exposition hommage à Michel Plessis, merci à vous de nous avoir suivis au long de ce voyage, dans toute cette poésie. Il y a de quoi se régaler pour les yeux. Ce n'est peut-être pas votre style, mais en tout cas, ça mérite d'être découvert, d'être apprécié. Merci Christophe. Il y aura d'autres strip tracks, une fois encore, d'autres bandes dessinées, d'autres univers liés plus ou moins proches au jeu. Là, en l'occurrence, non. Et peu importe. Voilà. Nous, on s'est fait plaisir. On espère que ça vous a fait plaisir. Merci à vous. Merci à Germain pour la réalisation. Et ce strip track-là se referme. En attendant, lisez bien. Bonne lecture. Ciao.